Et notre invité politique ce matin, c'est Emmanuelle Wargon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre délégué chargé du logement. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, Madame la ministre, bonjour. Et on commence donc par l'actualité, et c'est toujours la crise sanitaire. On attend Olivier Véran ce soir à 18h, qui a priori ne devrait pas annoncer de mesures restrictives, vous allez nous le confirmer. Un rien peut faire basculer la situation, a dit hier Gabriel Attal à l'issue du Conseil de défense. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement redoute un relâchement des Français ? Ça veut dire que pour l'instant, nos mesures de gestion de la crise sanitaire fonctionnent. On est sur un plateau élevé, mais on est dans une forme de stabilité. Ça veut surtout dire que chacun d'entre nous doit continuer à respecter les gestes barrières, les mesures de type couvre-feu. C'est important parce que c'est ça qui nous permet de rester dans cette situation-là et de ne pas avoir à restreindre plus nos libertés. Les épidémiologistes restent très alarmistes sur la situation en mars, compte tenu de la progression du variant. On est toujours dans la philosophie au gouvernement de passer par ce qu'on nomme le trou de souris. Notre objectif, c'est d'abord un objectif sanitaire de protection de la santé de la population. Et en respectant cet objectif sanitaire, de trouver la voie de passage qui nous permet de continuer à vivre, de continuer à notre économie de fonctionner et à chacun d'entre nous de mener la vie la plus normale possible pendant cette période de virus. C'est cette voie de passage, ce fameux trou de souris, cette voie qui est étroite mais qui existe et qui, pour l'instant, fonctionne plutôt bien. On pourrait quand même penser à des mesures territoriales quand même pour contrer certaines émergences. Je pense notamment à ma région, à Dunkerque, qui est particulièrement touchée par le variant anglais. Alors, on n'exclut absolument rien, vous le savez. Nous avons déjà pris dans les phases précédentes, des mesures territorialisées avec des heures différentes sur l'application de certaines mesures. Donc, ça n'est pas du tout exclu. Et de toute façon, la situation est réévaluée quasiment au quotidien. Et ça veut dire qu'il pourrait y avoir des annonces de mesures territorialisées ce soir ? Olivier Véran fait une conférence de presse en général chaque semaine. Il y a des annonces régulièrement et donc on va voir ce qui se passe ce soir. Allez, on va parler de vos dossiers, ils sont nombreux, Emmanuelle Wargon. On va commencer par la construction de logements. Il y aura une nouvelle réglementation environnementale qui va s'appliquer à tous les logements neufs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle va consister ? Oui, bien sûr. Moi, je suis très fière que cette réglementation environnementale arrive. C'est une réglementation qui va nous aider à ce qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de carbone dans la construction et dans le bâtiment en général. Elle va permettre d'avoir des exigences plus fortes sur la consommation d'énergie, donc d'électricité, de gaz, de toutes les formes d'énergie quand on chauffe un bâtiment, un logement, avec une meilleure isolation, donc besoin de moins d'énergie. Elle va nous permettre d'accélérer la sortie des énergies fossiles dans le bâtiment pour atteindre notre trajectoire de décarbonation. Et puis, c'est une grande innovation. Excusez-moi, Madame Wargon, c'est quoi l'objectif exactement ? Je finis juste sur... Et après, je réponds à la question. Et donc, une consommation plus faible des bâtiments. Et puis, pour la première fois, on s'intéresse au bilan carbone de la construction, c'est-à-dire du process de construction lui-même et des matériaux. Et ça, c'est une innovation. L'objectif, c'est d'atteindre les engagements que nous avons pris pour l'accord de Paris, qui sont transcrits dans une stratégie nationale, s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Elle prévoit qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Et cette réglementation qui s'applique au neuf, le neuf c'est 1% du parc de logements chaque année. Donc cette réglementation va nous aider parce que tous les bâtiments neufs qu'on va construire à partir de l'entrée en vigueur l'année prochaine seront plus économes en énergie et émettront moins de carbone. Et donc l'objectif, c'est l'objectif chiffré, j'entends. L'objectif chiffré, c'est de réduire de 35% les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la construction, ce qui fait environ 28 millions de tonnes de CO2 évitées. À quel horizon ? 2030 ? 2030. Okay. Un mot juste sur l'entrée en application. Vous dites l'année prochaine, ça veut dire que c'est décalé l'entrée en application ? Oui, nous avons beaucoup consulté, concerté, discuté dans cette dernière phase. Nous avions présenté les grandes orientations avec Barbara Pompili en novembre. Et suite à ces discussions avec tous les professionnels, j'ai décidé de décaler la date d'application au 1er janvier 2022 pour que chaque filière ait le temps de se préparer dans de bonnes conditions. Vous rencontrez tout à l'heure en visioconférence les acteurs de la construction. On a senti quand même chez eux des inquiétudes, et notamment concernant le coût de la construction, lié justement à la nouvelle réglementation environnementale. Comment vous comptez les rassurer ? Alors d'abord, c'est normal que des questions se posent. On change de réglementation sur la construction des bâtiments tous les 10 ans. Et là, on fait un saut qualitatif vraiment très important. On aura la réglementation, l'une des réglementations les plus ambitieuses d'Europe.
Ensuite, les calculs de surcoût ont été faits. On a essayé de quantifier avec les différentes filières professionnelles si ça allait renchérir le coût de la construction. On est maintenant en hypothèse entre 3 et 5% au maximum de surcoût potentiel. Et nous avons l'expérience de la dernière réglementation, elle date de 2012. Il y avait une hypothèse de surcoût entre 10 et 15% qui ne s'est pas réalisée. En fait, il n'y a pas eu de surcoût après 2012. Donc, il y a aussi beaucoup d'innovations dans les filières, beaucoup d'innovations dans les processus de construction. Et donc, le plus probable, c'est que les filières s'adaptent et que finalement le coût de la construction reste maîtrisé. Donc vous ne craignez pas tout de même que ce surcoût, malgré tout, qui va exister dans tous les cas, c'est assez logique, ne se répercute pas sur, in fine, les prix de l'immobilier en eux-mêmes ? Non, je crois qu'on a la possibilité d'absorber dans la filière, dans la somme du prix du foncier et du prix de la construction, un prix qui reste maîtrisé. Évidemment, pour les opérations de type logement social, de toute façon, le prix de sortie est maîtrisé. Par ailleurs, le marché immobilier est moins à la hausse en ce moment que dans les périodes précédentes. Donc, je pense que l'équation est plutôt favorable à ce qu'on ait un maintien des prix. Est-ce qu'il y aura des exceptions ou tout le monde sera logé à la même ancienne? Ou pour certaines constructions particulières, vous dites qu'il y aura certaines exceptions? Alors, il n'y a pas d'exception, mais par contre, tout ceci est très phasé dans le temps. C'est-à-dire tout ne s'applique pas brutalement au même moment. Certaines dates ne sont pas les mêmes pour les maisons individuelles et pour les immeubles collectifs. Et nous avons des paliers qui permettent au secteur de la construction de progresser étape par étape. Donc une première partie de la réglementation rentre en vigueur au 1er janvier prochain. Le reste, quel type de construction? Pour la réduction de consommation de 30% des bâtiments, ça c'est dès janvier prochain. Pour les maisons individuelles, la sortie du gaz commence dès janvier prochain avec des mesures de transition pour les lotissements déjà viabilisés, par exemple. Et ensuite, on a un palier important en 2025, puis 2028. Donc je crois qu'on a trouvé le bon point d'équilibre entre ambition et progressivité, mais ça va être une petite révolution dans la construction. Vous avez une autre ambition que j'ai lue récemment, qui est celle de construire 250 000 logements sociaux en 2 ans. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres et je voyais qu'en 2020, il y avait 380 000 logements qui avaient été autorisés. C'est une baisse quand même substantielle, de moins 14% de permis de construire en moins par rapport à l'année 2019. Et moins de 90 000 logements sociaux ont été agréés en 2020. Enfin, concrètement, on a du mal à voir comment vous êtes capable, à l'heure actuelle, de respecter cet objectif. Alors, vous avez raison, c'est un très gros défi. Et ce n'est pas un défi que je me lance toute seule, c'est un défi que nous allons relever avec beaucoup d'acteurs. C'est un très gros défi parce que 90 000 logements sociaux l'année dernière, si on veut en faire 250 000 en 2 ans, ça veut dire qu'il y a une marche importante à franchir. Mais ça n'est pas que ma volonté. C'est aussi la volonté des bailleurs sociaux, de l'Union sociale de l'habitat, qui regroupe tous les bailleurs sociaux. C'est aussi la volonté de la Fédération française du bâtiment. C'est aussi la volonté des promoteurs. Et ça devient progressivement la volonté des élus, parce que pour discuter beaucoup avec des maires, avec des présidents ou présidentes d'agglomérations, de communautés de communes, la prise de conscience est là qu'on est en train de prendre un peu de retard sur la construction en général et construction de logements sociaux. Après, tout ça est une question de projet concret. Où on les construit? Comment? Quel type de construction? Pour qui? Et ça doit s'ancrer dans les débats locaux, ça doit s'ancrer dans une vision de l'urbanisme. 2020 a été une année très particulière, évidemment avec le Covid, mais aussi avec des élections municipales qui ont duré 4 mois entre le premier tour et le deuxième tour, plus le temps d'élire les intercommunalités. Maintenant que les nouvelles majorités sont installées, je pense que nous avons des partenaires avec lesquels on pourra le faire. Alors, des partenaires, mais cela dit, il y a des réticences, voire des réactions. On sait que vous n'avez pas forcément la cote auprès de quelques maires du Val-de-Marne qui se sont élevés contre vous au sein d'un collectif qui s'appelle un collectif pour un urbanisme maîtrisé et qui mettent en jeu deux objectifs contraires, qui est l'un qui est de préserver des espaces verts et en même temps de construire plus de logements sociaux. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces maires? Moi, je réponds plusieurs choses. La première, c'est que je défends le logement social partout et en particulier là où on en a besoin. Je ne fais qu'appliquer une loi qui est une loi ancienne, qui date de 2000, qui est la loi dite
SRU, avec son fameux article 55, qui prévoit l'obligation de construire des logements sociaux jusqu'à 25% des logements dans les zones dites tendues, c'est-à-dire dans les endroits où il y en a besoin. Et ça me paraît normal de faire respecter cette loi, et c'est une loi de la République. Je souhaite même qu'on la prolonge puisqu'elle s'arrête en 2025. J'ai demandé à Thierry Repentin, qui est aussi un élu local, de me faire des propositions avec toutes les parties prenantes, et donc l'AMF était bien sûr représentée avec d'autres. Il y a plusieurs options possibles, soit en fait la mécanique s'applique jusqu'à ce qu'on arrive à 25%, soit on se redonne une dizaine ou une quinzaine d'années. Ça sera une proposition législative que le gouvernement fera dans la loi 4D. Mais tout en restant toujours sur l'étiage de 25%? Tout en restant sur l'étiage de 25%, essayons déjà d'atteindre ces 25%. Cette loi SRU, elle a permis de construire 900 000 du 1,8 million de logements sociaux construits depuis 2000. Donc elle est utile. Et après, ça n'est pas inévitable d'avoir une contradiction entre construire et aménager avec des espaces verts. Et c'est ce que je réponds aux maires du Val-de-Marne, mais aux maires des Yvelines avec lesquels j'ai fait une réunion de travail il y a une dizaine de jours, mais à tous les maires que je vois lorsque je me déplace sur le terrain. On en a discuté avec François Barouin, j'étais chez lui à Troyes la semaine dernière. C'est une contradiction qu'on peut dépasser. On a des manières de construire dans lesquelles on trouve une forme de densité acceptable, avec aussi de la nature en ville, des espaces verts et des services. Et c'est un besoin pour la population, parce que les mêmes qui nous disent que c'est difficile d'avoir toujours plus de logements sont aussi ceux pour lesquels dont les enfants n'arrivent pas à se loger, sont aussi ceux qui veulent des services de proximité et un accès à des transports en commun. Donc cette équation, on peut la résoudre. Et moi, j'aimerais qu'on la résolve ensemble politiquement. J'ai lancé une démarche qui s'appelle « Habiter la France de demain », parce que je pense qu'il faut qu'on invente tous ensemble comment est-ce qu'on veut vivre en France demain. Vivre en France dans les grandes villes, dans les centres des grandes villes, dans les périphéries, dans les villes moyennes. C'est évidemment pas la même chose dans le Val-de-Marne et à Dunkerque. Comment on fait dans la ruralité? Comment est-ce qu'on construit cette vision d'un urbanisme plus accessible, plus acceptable et plus différencié? Et donc c'est cette main tendue que je propose aux élus, et d'ailleurs ces maires du Val-de-Marne, comme les autres, je leur ai proposé un rendez-vous. D'accord. Donc mesures sur la loi SRU dans la loi 4D, il y a aussi des critiques sur le manque de mixité sociale. Est-ce que là aussi il y aura des mesures dans la loi de décentralisation? Absolument, parce que c'est aussi important de construire des logements sociaux que de savoir qui habite dans les logements sociaux, et comment est-ce qu'on garantit une vraie mixité sociale, donc mixité des classes sociales partout en France. La mixité sociale, c'est l'un des éléments très importants du vivre ensemble. En fait, ça fait vraiment partie de nos principes républicains, si je peux dire. Et nous en avons besoin, et le logement social peut être un vecteur très important pour y arriver. Je rappelle que le logement social, c'est pour tout le monde. C'est 70% des Français qui sont éligibles au logement social. Mais lorsqu'on ne prend pas garde aux attributions, on a tendance à créer des ghettos, à créer des endroits dans lesquels on a des taux de pauvreté très importants, ajouter de la pauvreté à de la pauvreté, et d'ailleurs créer une forme d'entre-soi, de l'autre côté, entre classes très favorisées. Et ça peut se traiter si on s'intéresse de beaucoup plus près aux attributions de logements sociaux. Donc dans la loi 4D, il y aura des propositions législatives sur ce sujet. C'est une façon pour vous c'est une façon pour vous de lutter contre le séparatisme? Absolument. C'est l'autre volet de la lutte contre le séparatisme. Parce que plus on est mélangé, plus les classes sociales différentes vivent ensemble, plus le succès scolaire est au rendez-vous pour tous les enfants. Vous avez des études intéressantes faites par des chercheurs qui montrent que la diversité de niveau dans une classe est en fait une chance non seulement pour les élèves plus en difficulté, mais aussi pour les meilleurs élèves. Donc cette mixité sociale, c'est la base de l'égalité des chances. Mais concrètement, et c'est la il y aura base quel type de mesures, Emmanuel sociale. Vergon, dans cette loi de décentralisation? Ce sera quel type de mesures? Plusieurs choses. D'abord, redéfinir qui sont les publics prioritaires pour le logement social. Aujourd'hui, il y a 13 catégories, c'est assez compliqué. Et dire aussi que les travailleurs, dits travailleurs essentiels, les travailleurs clés, ceux qui font vivre nos villes, ont besoin d'être logés pas trop loin de là où ils travaillent. Ensuite, responsabiliser plus les élus, à la fois à l'échelle intercommunale et à l'échelle communale. Et enfin, travailler différemment avec les bailleurs sociaux, puisque pour l'instant, chaque
collectivités et l'État et Action Logement ont chacun des quotas de réservation de logement social et finalement personne n'a la vision globale. Donc retrouver les moyens de piloter cette politique. Un dernier mot sur ce sujet. Yannick Jadot, au début du mois, il appelait à porter à 30% le seuil minimal de logements sociaux dans les villes où l'offre en matière d'habitat s'avère insuffisante. Vous fermez la porte à cette idée ? Mon premier objectif, c'est de faire respecter une loi qui a plus de 20 ans, qui dit 25%, et on a encore 1000 communes en France qui ne respectent pas cette loi. Qu'après, certaines communes puissent aller plus loin, c'est très bien. Il y a des communes qui ont plus de 25% de logements sociaux, mais je crois que le bon équilibre, c'est 25%. On va parler de la loi climat, Julien. Oui, les associations de défense de l'environnement vous accusent d'avoir édulcoré les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous n'êtes pas resté au milieu du gué alors que le Conseil environnemental, social et le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil pour la transition écologique doutent de la capacité de la France de respecter ses engagements à l'horizon 2030 en termes de réduction des gaz à effet de serre? Je ne crois pas. Il y a des mesures fortes dans cette loi qui d'ailleurs seront des mesures qui vont être discutées parce que dans certains cas, il y a des obligations ou des interdictions vraiment structurantes. Si je prends mon domaine, le domaine du logement, on va interdire à la location les passoires thermiques, donc les logements avec une étiquette F ou G en 2028. C'est 1,8 million de logements concernés. Et donc, au contraire, on va avoir un défi important pour savoir comment on accompagne ces 1,8 million de propriétaires pour faire des travaux dans les délais. Qu'est-ce que vous allez leur proposer justement à ces propriétaires qui voient cet objectif d'un œil circonspect? Est-ce que ça va coûter beaucoup d'argent pour la rénovation? On va leur proposer des aides améliorées. On a déjà mis en place MaPrimeRénov' qui marche très bien l'année dernière. On l'ouvre aux propriétaires bailleurs cette année. On va leur proposer un accompagnement amélioré. Je suis en train de finir de conventionner avec les régions et les intercommunalités pour qu'il y ait un réseau de guichets d'accompagnement, de services publics sur l'efficacité et la rénovation, l'efficacité énergétique et la rénovation partout en France pour qu'il puisse y avoir des points de conseil. Et puis, on va les aider à financer le reste à charge. Quand il y a du reste à charge privé, en complément des aides publiques, comment fait-on pour financer? J'ai demandé à Olivier Sichel, avec Bruno Le Maire, de nous faire des propositions sur ce sujet. C'est le directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Il nous rend, là encore avec une task force, des propositions début mars pour faire plus et plus fort sur les aides, l'accompagnement et le financement. Les aides au financement, vous pensez à quoi? À des prêts à des taux préférentiels? C'est quoi? Le secteur bancaire est déjà en partie mobilisé, puisque souvent le reste à charge est financé soit par du crédit immobilier, soit par de l'éco-prêt à taux zéro, soit carrément par du crédit à la consommation. Mais on peut aller plus loin avec des offres intégrées qui préfinancent totalement, éventuellement le fait de jouer sur la baisse de la facture compensée par un crédit, ou éventuellement même des propositions plus innovantes. Donc voilà, j'attends ces propositions. Autre question, c'est que vous avez les associations, elles encore, ont salué, c'est vrai, le nouveau diagnostic de performance énergétique, plus lisible, avec plus d'informations. Il va intégrer le niveau d'émissions de gaz à effet de serre et une estimation de la facture annuelle d'énergie. Cela dit, il pointait le fait qu'à partir de 2023, donc les logements les plus énergivores, ceux qui sont en catégorie G, seraient interdits à la location, mais ceci ne représente qu'environ 90 000 logements sur les 4,8 millions de passoires énergétiques. Est-ce que ce n'est pas un seuil trop faible? On interdit à la location toutes les passoires thermiques d'ici à 2028. On commence au 1er janvier 2023 avec les pires des pires. C'est même pas toute l'étiquette G, c'est vraiment le bas de l'étiquette G. Effectivement, c'est 90 000, c'est très peu. En 2025, c'est toute l'étiquette G, ça fait à peu près 600 000 logements. En 2028, ce sont les étiquettes F et G. C'est ce que vous me disiez il y a 30 secondes. En fait, c'est ambitieux, il faut accompagner tous ces propriétaires. Donc moi, j'assume complètement de commencer avec un petit volume de logements et de monter progressivement le nombre de logements qui sont interdits à la location. Pour une raison extrêmement simple. Moi, mon objectif, ça n'est pas de sortir des logements du marché locatif. Par ailleurs, je me bats pour qu'on construise des logements, pour qu'on mobilise des logements vacants, pour qu'on transforme des bureaux en logements, parce qu'on a besoin de plus de logements. Mon objectif, c'est que tous ces propriétaires fassent des travaux pour que les locataires, qui sont aujourd'hui locataires de ce qu'on appelle des passoires énergétiques, c'est-à-dire en fait des logements très très mal isolés, qui chauffent autant l'extérieur que l'intérieur quand ils chauffent, qui ont des factures de dingue,
parfois plusieurs milliers d'euros par an, mais ça peut aller à 3 000, 4 000, 5 000 euros, tout en ayant un confort absolument lamentable à l'intérieur de chez eux pour que ces locataires puissent vivre correctement. Donc ça n'est pas une mesure punitive. L'idée, c'est d'accompagner. Et pour accompagner, il faut démarrer avec un petit nombre de logements et monter progressivement. On le fait entre 2023 et 2028. Donc en fait, c'est très ambitieux. Et qu'est-ce qui va se passer pour les locataires de ces logements si le propriétaire refuse de faire les travaux? Ça veut dire qu'ils seront expulsés de leur logement? Non, pas du tout. En fait, le logement ne sera plus considéré comme décent, ce qui veut dire que le locataire peut mettre en demeure le propriétaire de faire des travaux et sinon se retourner vers le juge de proximité pour demander au propriétaire de faire des travaux. Donc c'est une voie de recours pour le locataire. Faire la démarche. Ça sera au locataire de faire la démarche, mais nous, on aura une campagne d'information très exhaustive avec les collectivités, bien sûr, vis-à-vis de ces propriétaires qui en général ne sont pas de mauvaise foi, qui parfois sont des propriétaires modestes. Donc il ne s'agit pas d'opposer les locataires aux propriétaires, mais d'aider les propriétaires à changer. On va terminer avec quelques questions politiques. Julien ? Alors, quelques questions politiques qui concernent par exemple la droite sénatoriale qui a présenté une proposition de loi pour mieux lutter contre les squats et que vous n'avez pas soutenue. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que le changement législatif que nous avons fait dans la loi qui s'appelle ASAP répond à la difficulté. Le changement législatif que nous avons fait, c'est de dire tout squat de résidence, de domicile, de personnes particulières peut être évacué sur plainte. Le propriétaire porte plainte à la police. La plainte est transmise au préfet. Le préfet a 48 heures pour décider et ensuite il mobilise la force publique, même en période de trêve hivernale. Cette loi a été promulguée en décembre. On a écrit une circulaire avec le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur en janvier. Et donc, il y a maintenant un régime beaucoup plus protecteur des propriétaires particuliers. Et ça n'est que justice. Moi, je suis comme tout le monde, je suis choquée des différentes histoires et situations particulières qu'on a pu voir. Ça a commencé avec ce retraité à Théoul-sur-Mer jusqu'à cet autre retraité à côté de Toulouse. Donc, je considère que pour tout ce qui est squat de domicile, chez les particuliers, la loi a changé dans la bonne direction. Donc elle pourra assurer à ses propriétaires que la force de la justice passera beaucoup plus rapidement. Et c'est surtout que ça ne passe plus par une procédure judiciaire. Ça passe par une procédure administrative sous la responsabilité des préfets. Parce que la difficulté dans la période actuelle, c'est que dans certains cas, il faut saisir la justice et que c'est forcément plus long, parce que les procédures judiciaires, c'est plusieurs mois, parfois plus. Donc là, on ne passe plus par la procédure judiciaire. Alors certains me demandaient de le faire pour tout type de squat, de tout type de bâtiment, y compris des immeubles de bureaux abandonnés depuis très longtemps. Et là, je considère que la proportionnalité n'y est plus. Parce que ça n'est pas du tout la même chose d'être dans une situation où le squat a lieu chez quelqu'un, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire ou une résidence occasionnelle, vous êtes chez quelqu'un, que dans un immeuble administratif ou industriel potentiellement désaffecté, dans lequel il ne s'est rien passé depuis 10 ans. Là, la justice continue à passer, donc ça reste des procédures judiciaires. Et je trouve qu'on a atteint le bon équilibre et que le reste est un peu plus démagogique. Un dernier mot des régionales, Emmanuelle Wargon, puisque vous avez déclaré que vous étiez candidate en Ile-de-France, dans le Val-de-Marne plus précisément. Est-ce que le MoDem sera aux côtés de la majorité présidentielle dans cette élection ? Absolument, je serai avec Laurent Saint-Martin dans l'aventure des élections régionales en Ile-de-France. Nous discutons avec nos partenaires, le MoDem, mais aussi Agir Territoire de Progrès. Et les discussions sont plutôt bien engagées. Après, elles sont pas totalement finalisées. Mais le MoDem sera à vos côtés parce que Valérie Pécresse dit le MoDem, ils sont dans mon exécutif, ils ont voté 100% de mes propositions tout au long de mon mandat. Ça va être difficile pour eux de faire campagne contre moi. Il y a des élus MoDem avec Valérie Pécresse dans sa majorité. Maintenant, le MoDem, en tant que mouvement politique, a déclaré soutenir, être dans la majorité présidentielle en Ile-de-France comme ailleurs. Et après, ces élus auront à décider et définir leur propre ligne. Mais le MoDem sera avec nous dans la majorité présidentielle. Mais pas forcément leurs élus. Ça, chaque élu est libre de s'autodéterminer et c'est fort heureux. Et je pense que c'est important qu'on y aille parce qu'on a un projet à proposer aux Franciliens sur la mobilité, sur l'urbanisme, sur l'aménagement du territoire, sur la lutte contre les inégalités. Et voilà, nous porterons une voix qui, j'espère, intéressera les Franciliens. Merci beaucoup. Merci Emmanuelle Wargon d'être venue. Merci Julien Orgardaïn de la Voix du Nord justement sur la situation compliquée à Dunkerque. Une situation qui alarme beaucoup de gens et spécialement cette période où les médecins disent attention, c'est carnaval, ne faites pas n'importe quoi chez vous. Voilà, vous passez le message. Merci Julien, merci Madame la Ministre. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires.